Edmonde avait du mal à contenir son émotion de l'autre côté de la vitre du parloir. Elle regarda sa montre, sa dernière visite de la semaine se terminait. Joricho avait la tête baissée. Je me dégoûte. Ce n'est pas le moment de flancher, mais le temps de se redresser. J'ai besoin de ton courage. Je t'admire pour le changement que tu as entrepris. Continue sans faillir. Aide-moi. J'ai organisé ma vie, tu le sais, pour te sortir de là. J'ai envie d'en finir. Arrête, tu ne vas pas me rajouter un drame de plus. Je ne pourrai le supporter. Reprends-toi. Relève la tête. Ensemble, on va inverser la vapeur. J'essaye. Regarde-moi, chérie. Joricho releva la tête et réussit à extirper un son timide de sa bouche. Toi, tu es forte. Tu vas me la donner, ta force, un cœur. Tu as déjà tout ça en toi. La sonnerie du parloir retentit. Edmond et Joricho se séparèrent en un regard déchirant, mais pas sans un rictus d'espoir. Edmond chuchota un « je t'aime ». Joricho lui souffla un baiser. Elle le regarda s'éloigner dans le couloir, puis elle tourna les talons. Il la confortait dans son intime conviction à chaque fois qu'elle le visitait. Il était un grand sensible malgré son passé. Il n'était pas irrécupérable. Cet homme-là était intelligent et capable d'accomplir de grandes choses s'il reprenait un bon chemin. Au fil du temps, le chef Krolspel avait réussi à transmettre à Joricho le virus de l'histoire en quelques anecdotes bien contées. Il dévorait les livres qui traitaient de la période contemporaine et qui débutaient par la Grande Guerre, cette période que le chef connaissait remarquablement. Les dictionnaires et encyclopédies lui servaient de base de données de secours. Quand il ne comprenait pas quelque chose, il s'acharnait à le comprendre jusqu'à en être malade. Ses progrès en orthographe et en grammaire avaient été lents, mais ses acquis étaient désormais profondément ancrés. La lecture s'était révélée la meilleure des techniques de mémorisation. Le cours de français basique par correspondance, auquel il s'était adonné sérieusement, s'avérait désormais superflu. Joricho ne voulait pas reprendre des études. Il voulait simplement se cultiver afin de comprendre mieux le monde. Il écrivait maintenant des lettres de bonne tenue à Edmond et à Isabelle. Le directeur de la prison, M. Cantonneau, l'avait convoqué pour le féliciter pour ses efforts, tout en essayant de comprendre les motivations de son appétit de connaissance. Joricho avait senti le piège et s'était contenté d'arguer d'une simple mais forte envie de combler son ignorance. Petit à petit, il voyait poindre une lumière dans ses ténèbres intérieures, une lumière qui lui redonnait de la fierté. Il avait conscience, malgré l'enfermement, de revenir de tellement loin. Au fond de lui-même, il n'avait jamais eu l'âme d'un tueur. Il voulait absolument comprendre pourquoi cette société avait perverti son être jusqu'à en faire un criminel froid. Il commençait à entrevoir les rouages sociologiques qui l'avaient mu malgré lui. Tout individu est le produit combiné à l'âge adulte d'une éducation, d'une société et d'une époque. Son ignorance crasse, la pauvreté et le manque d'amour l'avaient chahuté comme des vents mauvais. Son libre arbitre aurait pu prendre un pari audacieux afin de relever le défi de son avenir compromis d'avance, mais le déterminisme social l'avait emporté et avait dû le mener plus logiquement là où il en était. Sa rencontre avec Edmond avait brisé cette logique implacable. Il se confrontait maintenant à son destin et à sa volonté de l'accomplir. Lettre, le 15 août 73. Amour. Ta tristesse m'a réellement affecté. Je ne dors pas bien depuis. Tu sais que je suis là pour toi, mon chéri. Jamais je ne t'abandonnerai. On va réussir à se sortir de cette épreuve. Nous en sortirons plus forts. Je continue mes investigations et tu en seras informé comme habituellement. Jacques m'évite de plus en plus. Il n'a pas l'air d'avoir la conscience tranquille. La plupart du temps, il est parti à Anvers. Il dirige toujours Moulin-Sarr Frères, mais l'entreprise est devenue une filiale à part entière de la Macduff Company. La compagnie américaine, après avoir absorbé Vandam, se retrouve en position de quasi-monopole au Benelux, sur tous les marchés où s'étendent leurs activités. C'est exactement l'aboutissement des désirs et des actes de Jacques avant le décès d'Henri. Je ne comprends toujours pas la raison de la mort de mon frère. Bianca pense que c'est une dette de jeu non réglée à des individus liés à la pègre. Je n'en crois rien. Il m'en aurait parlé. J'évite de discuter avec elle de Jacques et de son implication dans cette affaire. Je crois qu'elle sait des choses, mais je veux la laisser tranquille. Ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi la justice s'est acharnée sur toi. Les indices sont bien maigres et les incohérences nombreuses.
pour une condamnation aussi lourde. Bien évidemment, ton passé a lourdement pesé. Il t'a en quelque sorte rattrapé. La leçon est rude, mais salutaire pour toi. Quand je vois tes progrès, je suis très admirative. Dehors, tu aurais sans doute replongé avec facilité. Tu n'étais pas prêt. En tout cas, concernant cette affaire Moulinsart, nous sentons bien tous les deux qu'il y a un gros loup là-dessous. Peut-être trop gros pour nous. Je ne crois pas qu'Henri soit mort accidentellement. Plus je tire sur la pelote, et plus j'en apprends, et plus j'ai conscience de ma grande naïveté. J'ai bon espoir de demander la révision de ce procès, crois-moi. Les preuves, je les aurai. S'il le faut, je remuerai le marigot politique de ce pays. J'y possède mes entrées grâce à Henri. Enfin, Rémy Bolvinkel est revenu vers moi. Il m'a dit très gentiment qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour m'aider. Il pense aussi qu'Henri a été éliminé. De plus, il déteste Jacques. Mon amour, ne t'en fais pas et continue de progresser comme tu le fais si bien. N'aie nulle inquiétude, je t'attends. Je t'aime si fort. Baiser, ta aide. Edmond avait fait passer cette lettre par maître Caridas pour des raisons évidentes de confidentialité. Joricoe pensa qu'Edmond était vraiment une femme remarquable, hors du commun. Elle aussi avait trouvé un meilleur chemin de vie, plus adéquat à son tempérament. Grâce un peu à lui, se dit-il. Cette pensée lui fit le plus grand bien. Joricoe hantait le purgatoire, mais la porte de l'enfer s'éloignait de lui. L'idée lui vint un matin de commencer à raconter son passé de tueur dans un cahier à grands carreaux. Il trouva un titre temporaire, Carnet de route d'un tueur.